Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire au sein de l'Union africaine. Dans cette édition, l'Afrique accélère vers une gestion plus durable de ses forêts avec le lancement de l'initiative Zomba Héritage. Nous reviendrons aussi sur les défis de la certification forestière sur le continent et la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique centrale. Direction la République du Congo pour parler de l'accord commercial conclu avec la Chine avant de terminer avec le portrait du nouveau président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà pour les titres, place au développement. L'Afrique s'engage résolument sur la voie d'un commerce forestier plus durable et responsable. En témoigne le lancement récent de l'initiative sur le patrimoine Zomba. Ce programme de grande envergure et stratégique est conçu pour répondre au double impératif et la conservation environnementale et du développement socio-économique sur le continent. L'objectif de Zomba Héritage est de mobiliser jusqu'à 400 millions de dollars sur 10 ans pour une gestion plus durable des forêts. Plus de détails dans ce reportage de Samantha Sabero. L'Afrique s'engage pour un commerce forestier plus durable et responsable avec le lancement stratégique de l'initiative du patrimoine Zomba. Ce vaste programme répond au double impératif de conservation environnementale et de développement socio-économique. L'initiative Zomba vise la protection holistique des vitales forêts tropicales africaines considérées comme des puits de carbone mondiaux, des réservoirs uniques de biodiversité et cruciales pour les cycles hydrologiques. Nous apprécions le partenariat de l'AFCS pour le programme Pacte Kenya-UK qui soutient la forêt commerciale et l'action climatique. Cette collaboration s'aligne avec notre objectif national de lier la croissance économique avec la résilience climatique. L'objectif de Zomba Héritage est de mobiliser jusqu'à 400 millions de dollars sur 10 ans pour une gestion durable des forêts. Malgré le fait que l'Afrique abrite 16% des forêts de la planète, elle ne représente que 2 à 4% du commerce mondial des produits forestiers. Les observateurs expliquent ce paradoxe par le manque d'infrastructures, les barrières à la circulation des biens et une filière encore largement tournée vers l'exportation du bois brut avec peu de transformation locale. Ce qu'il faut faire pour qu'on aille vers une collaboration nécessaire qui va faire de la sorte que les peuples autochtones qui vivent à côté de l'exploitation forestière certifiée EPC soient quand même le minimum qui leur permette de ne pas mourir pour un médicament qui coûte moins $1 au moment où il y a des recettes qui se font à une très grande capacité. C'est pour cela, en pensant à cela, en suivant tout ce qui a été présenté, nous avons constaté que on a tous démontré ici que pour qu'on ait, toutes les organisations et les gouvernements reconnaissent que la gestion durable des forêts est plus efficace lorsque les peuples autochtones participent. Parallèlement à son objectif de conservation, l'initiative est un moteur de développement d'activités économiques novatrices et durables. Il s'agit de s'éloigner des modèles d'exploitation destructeurs pour privilégier des pratiques de gestion forestière qui garantissent la pérennité de la ressource. Cela inclut entre autres la promotion de l'écotourisme, le développement de filières de produits forestiers non ligneux et l'exploitation sélective et certifiée du bois. Comment organiser les communautés? Comment accompagner les populations indigènes afin qu'elles puissent s'approprier les espaces forestiers, participer à leur gestion et bénéficier durablement de leurs ressources? Cette démarche doit reposer sur une participation effective et inclusive, impliquant les hommes, les femmes et les jeunes. Malgré une demande croissante en bois due à l'urbanisation, l'Afrique importe des produits manufacturés issus de ses propres matières premières forestières. La nouvelle initiative, notamment le patrimoine Zomba, vise à transformer la forêt d'un simple espace à protéger en un secteur économique structuré et créateur de valeur, conciliant écologie et économie.
Cela établit un nouveau modèle commercial forestier basé sur la responsabilité, la durabilité et l'inclusion sociale. Les forêts africaines constituent un patrimoine naturel d'importance stratégique pour le continent. Alors que moins de 10% des forêts exploitables du continent bénéficient d'une certification de gestion durable, l'Afrique fait face à un défi climatique et économique majeur. À l'heure où les exigences du marché mondial se durcissent, l'accélération des réformes forestières devient une priorité absolue pour garantir l'intégrité des écosystèmes et la pérennité des chaînes d'approvisionnement. Nana Kamsu nous en dit plus. Les forêts africaines constituent un pilier essentiel du patrimoine naturel du continent et un levier stratégique pour le développement durable. Couvrant plus de 600 millions d'hectares, elles représentent près de 22% des forêts tropicales mondiales et abritent une biodiversité exceptionnelle. Face aux défis liés à la déforestation, les États africains et leurs partenaires renforcent leur engagement pour promouvoir une gouvernance forestière responsable. Dans cette dynamique, le programme Patrimoine Zomba s'inscrit comme une initiative structurante visant à soutenir la protection des forêts africaines tout en favorisant un commerce forestier durable et transparent. L'Afrique peut établir des collaborations, l'Afrique peut prendre la tête. Et ces mots devraient toujours se traduire en ce que le FSC pourrait faire pour faire que cela se réalise. Le programme Patrimoine Zomba, forgé par la République du Congo et la Société nationale des pétroles du Congo, met l'accent sur une gestion forestière inclusive en reconnaissant le rôle central des communautés locales, de la société civile et des peuples autochtones dans la préservation des paysages forestiers. Cette approche participative contribue à renforcer la légitimité des politiques publiques et à garantir une répartition plus équitable des bénéfices issus de l'exploitation durable des ressources forestières. Nous avons constaté qu'on a tous démontré ici que pour qu'on ait, toutes les organisations et les gouvernements reconnaissent que la gestion durable des forêts est plus efficace lorsque les peuples autochtones participent aux décisions. Associer savoir scientifique et savoir traditionnel est souvent la meilleure approche pour protéger les forêts. Aujourd'hui, moins de 10% des forêts exploitables du continent disposent d'une certification de gestion durable, ce qui souligne l'importance d'accélérer les efforts pour améliorer les pratiques forestières et soutenir la transition vers des chaînes d'approvisionnement responsables. Les initiatives portées par Patrimoine Zomba visent ainsi à mobiliser les investissements publics et privés nécessaires pour renforcer la certification forestière, soutenir l'innovation et développer des économies locales résilientes. Qu'il faut utiliser les stratégies déjà développées, les politiques déjà formulées et aussi les lois qui existent déjà pour nous aider à évoluer, à faire évoluer notre vision. Et ça, c'est l'initiative Zomba. Selon les experts, à travers des initiatives telles que Patrimoine Zomba, l'Afrique affirme sa volonté de concilier conservation du patrimoine naturel, inclusion sociale et croissance économique durable, ouvrant la voie à une gouvernance forestière renouvelée et à un avenir plus résilient pour les générations futures. L'Afrique centrale reste l'une des régions les plus touchées par les maladies tropicales négligées, avec 14 pathologies endémiques à Douala au Cameroun. Chercheurs et partenaires techniques se sont réunis pour lancer 30 projets de recherche visant à renforcer la santé publique et éclairer les politiques sanitaires de la sous-région. Les détails, c'est avec Paul-Marcel Mayagui. L'Afrique centrale demeure l'un des principaux foyers mondiaux des maladies tropicales négligées. Sur les 21 pathologies recensées par l'Organisation mondiale de la santé, 14 y sont endémiques, parmi lesquelles la trypanosomiase humaine africaine, l'ulcère de Buruli, les schistosomiases et les filarioses lymphatiques. Ces maladies frappent surtout les populations rurales et vulnérables, créant un cercle vicieux. La maladie entretient la pauvreté et la pauvreté favorise la maladie. Pour y répondre, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale a réuni à Douala au Cameroun du 18 au 21 février 2026 chercheurs et partenaires techniques pour lancer 30 projets de recherche.
Il s'agit de catalyser la construction d'un écosystème scientifique et sanitaire résilient en Afrique centrale. À cet effet, le programme produira des données contextuelles essentielles pour informer et ajuster les politiques nationales et régionales de lutte contre les maladies tropicales négligées, remplaçant la dépendance aux données extrapolées d'autres régions. Sur le continent, environ 400 millions de personnes sont touchées par les maladies tropicales négligées et les conséquences économiques sont lourdes. Au niveau des ménages, elles entraînent baisse de productivité, dépenses de santé catastrophiques et qualité de vie réduite. Selon la Banque mondiale, l'impact cumulé de ces infections freine la croissance dans la sous-région. Le Cameroun perd chaque année 33 millions de dollars, la Centrafrique 16 millions et le Tchad 13 millions. Porté par l'approche One Health qui relie santé humaine, animale et environnementale, les travaux de Douala visent à renforcer la recherche locale afin d'éclairer les politiques publiques et assurer une souveraineté sanitaire durable. Il y a deux volets à ce projet. Un volet pour la lutte contre la maladie directement, mais surtout un volet pour la recherche. Parce qu'il faut que l'Afrique se donne ses propres moyens pour avoir ces scientifiques qui comprennent avec leur culture ce que c'est que cette maladie. Ce n'est pas simplement un problème de médicaments, ce n'est pas simplement un problème d'hôpital, c'est un problème global de vie. Si vous parcourez les projets qui sont retenus, vous allez vous rendre compte qu'il y a la médecine, il y a les médicaments, mais il y a aussi les sciences sociales, il y a l'économie, il y a les mathématiques. Tous ces domaines-là sont faits pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Ces projets permettent à une nouvelle génération de chercheurs de s'engager pour renforcer la santé publique, alléger le fardeau économique des maladies tropicales négligées et offrir un véritable espoir à des millions de personnes dans la sous-région. Au Tchad, j'ai constaté que dans les zones rurales, les données ne sont pas remontées en temps réel au niveau central, ce qui fait qu'il y a toujours un problème de contamination dans les zones rurales. Cette subvention nous permet d'être connectés avec tous les pays donc de la sous-région Afrique centrale. Donc, Dieu merci, lors de cette subvention, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont le même, on va dire, presque les mêmes thématiques que moi. Donc ça me permet également de travailler avec, par exemple, des confrères du Tchad ou du Cameroun et créer un réseau qui nous permettra peut-être, on va dire, dans 10 ou 20 ans, d'être les acteurs majeurs de la lutte contre donc ces MTN pour notre sous-région. Créé en 1963 comme agence spécialisée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'OCEAC déploie ce programme grâce à un financement de 18 millions d'euros de la KfW allemande. Dans l'actualité en bref de cette édition, alimentation scolaire et éducation des filles, l'Afrique mise sur l'intégration nutrition, eau, assainissement, hygiène et genre. Prestation de serment du vice-président et des commissaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et enfin, la CEDEAO relance sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Retour sur ces événements avec Jérôme Bellobo. Du 28 février au 1er mars 2026 à Gaborone, Botswana, lors de la 11e journée africaine de l'alimentation scolaire, l'African Union CFA, FAWE et World Vision ont tenu un événement parallèle pour lier alimentation, éducation et infrastructure WASH afin de favoriser la scolarisation des filles. La coordinatrice de l'African Union CFA, Madame Simone Yankee, a souligné l'importance du WASH, hygiène, assainissement pour la santé et l'éducation des filles. Les discussions ont mené à des recommandations pour les approches sensibles aux gens. Santé menstruelle, l'implication communautaire, le soutien parental, la priorité aux filles handicapées et le financement durable. L'événement s'inscrit dans le cadre du CESA 2026-2035 visant à maximiser l'impact des programmes d'alimentation scolaire sur la réussite éducative des filles.
Le 2 mars 2026 à Malabo, Obiangema Mbasogo, président par intérim de la CEAC, a présidé la prestation de serment de la nouvelle vice-présidente Maria Mahama Chou du Tchad et des commissaires originaires du Gabon, d'Angola et du Cameroun de la commission de la CEAC. Le président par intérim a exhorté les nouveaux responsables à l'intégrité, à la collégialité et à privilégier l'intérêt communautaire. Il a également insisté sur la responsabilité et les défis prioritaires, consolider la paix, accélérer l'intégration, développer les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations. La CEDEAO lance sa force en attente ESF pour répondre rapidement aux crises sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Composée initialement de 2000 soldats, cette force vise à lutter contre le terrorisme et d'autres menaces transnationales dans la région. La décision a été prise à l'issue de la 44e réunion des chefs d'état-major des 12 pays membres qui s'est tenue le 27 février à Freetown en Sierra Leone. L'objectif est de mettre en place une réponse coordonnée face aux menaces émergentes et complexes et de renforcer les capacités régionales de maintien de la paix et de la sécurité. La République du Congo et la Chine viennent de franchir une étape majeure dans leur partenariat économique. Un accord de tarif douanier zéro entré en vigueur le 1er mars 2026 ouvre le marché chinois à plusieurs produits congolais dont le Poria Cocos, les arachides et les sels de potassium. Cette initiative offre au Congo une opportunité stratégique pour diversifier son économie, stimuler les exportations non pétrolières et renforcer ses liens commerciaux avec son principal partenaire commercial. Reportage de Marie-Raphaëla Tolo. La République du Congo et la République populaire de Chine ont officialisé un accord stratégique visant à ouvrir le marché chinois aux exportations congolaises. Entré en vigueur le 1er mars 2026, ce régime de tarifs douaniers zéro concerne une série de produits dont le Poria Cocos, les arachides et les sels de potassium. Signé ce 27 février à Brazzaville, cette initiative s'inscrit dans un programme plus large d'accès préférentiel pour l'Afrique et ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs congolais. Le premier secteur vers lequel nous pouvons aujourd'hui orienter les efforts dans le cadre de l'application de cet accord, c'est bien entendu le secteur agricole. À la bonne marge de ce processus, nous allons également nous intéresser au secteur secondaire qui est le secteur industriel. Selon les autorités congolaises, ce tarif zéro doit stimuler les exportations agricoles et industrielles, créer des emplois et améliorer les conditions de vie. La Chine, premier partenaire commercial du Congo, absorbe plus de 40% des exportations du pays, principalement du pétrole et du bois, qui ont atteint 4,9 milliards de dollars en 2025. Cet accord représente donc une opportunité majeure pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux seules matières premières. Je pense que la cérémonie d'aujourd'hui illustre une fois de plus le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Récemment, dans son message de félicitations au 39e sommet de l'Union africaine, le président Xi Jinping a annoncé que la partie chinoise appliquerait la politique de tarif douanier zéro à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle à partir du 1er mai 2026. Au-delà des chiffres, l'accord renforce les liens commerciaux et stratégiques entre Brazzaville et Pékin. Il vise à attirer des investissements, à consolider la place du Congo dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et à soutenir le développement du secteur agricole et industriel. Pour le Congo, il s'agit d'un pays significatif vers une économie plus résiliente et diversifiée, tout en confortant son rôle dans le commerce sino-africain. Il est important pour nous de pouvoir également exporter des produits à forte valeur ajoutée. La hausse des exportations congolaises via cet accord devrait stimuler l'emploi dans les zones rurales et dans les entreprises locales impliquées dans la transformation et l'exportation. Les petites et moyennes entreprises congolaises pourraient ainsi trouver de nouvelles niches commerciales et plus de débouchés stables. La ville du Tanger au Maroc abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance pour l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique.
Le sommet de l'ACL sur l'investissement afro-caribéen se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Abuja au Nigeria. Cette rencontre de haut niveau réunira des décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques d'Afrique et des Caraïbes autour de la promotion des investissements, du commerce et des partenariats stratégiques entre les deux régions. La conférence devrait rassembler des chefs d'État, ministres, investisseurs, dirigeants d'entreprises, institutions financières, représentants des diasporas et décideurs politiques majeurs en provenance d'Afrique et des pays caribéens, avec la participation d'organisations internationales intéressées par le développement sud-sud. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intègre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, du programme du développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, la 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». Élu en février 2026 à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Blaise Tchikaya incarne un nouveau souffle pour la justice africaine. Professeur de droit international public et magistrat chevronné, ce juriste originaire du Congo-Brazzaville entend accroître l'impact des décisions de la Cour, un défi majeur dans un contexte où la protection des droits fondamentaux demeure un enjeu crucial pour l'Afrique. Son portrait avec Philomène Tiné. La scène judiciaire africaine s'enrichit d'une nouvelle figure de proue, le juge Blaise Tchikaya. Ce professeur est maître de conférences en droit international public, originaire de la République du Congo. Brazzaville a été élu président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février. Son élection place ainsi un universitaire reconnu à la tête de la plus haute juridiction africaine des droits humains, lui confiant la responsabilité de guider l'institution durant cette période décisive. Cette cour, c'est une juridiction suprême, internationale. Toutes les décisions nationales peuvent être balayées. C'est-à-dire que les 11 juges siégeant à Arusha ont un pouvoir de cassation. Dans son discours d'acceptation, Blaise Tchikaya a exposé une vision résolument tournée vers l'action collective et le renforcement institutionnel. Il a affirmé vouloir travailler main dans la main avec ses collègues juges, le greffe et l'ensemble des partenaires afin de relever les défis actuels et consolider la protection des droits de l'homme à l'échelle du continent. Et lorsque la question de la création d'une cour est arrivée, la majorité des chefs d'État, je ne sais pas si c'est un prétexte, c'est une raison. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour créer une cour. Et dans les débats récents, face à des États qui sont très volontaires pour créer la cour, je cite au hasard Burkina Faso, Sénégal et bien d'autres États qui sont vraiment pour la création d'une cour dans le continent, ils ont insisté sur l'idée qu'il fallait créer une cour africaine. Juriste reconnu ayant notamment été membre et ancien président de la Commission de l'Union africaine pour le droit international, Blaise Tchikaya a bâti sa carrière sur les principes de justice et d'équité. Élu juge à la Cour en juillet 2018 pour un mandat de 6 ans, il a rapidement gravi les échelons, servant comme vice-président de 2021 à 2023. Titulaire d'un diplôme en droit international, il a progressé dans la magistrature congolaise avant de rejoindre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où il s'est distingué par son attachement à la transparence et au dialogue. Alors, vous pensez bien que pour installer cette Cour, ça n'a pas été facile. Parce que la Cour a été créée en 1989 et le projet a commencé à fonctionner en 2006. Blaise Tchikaya a enseigné dans des universités en Europe, aux Caraïbes et en Afrique. Avec plus de 20 ans d'expérience en droit international, incluant des expertises sur le système interaméricain de l'Union africaine, il a publié de nombreux travaux sur ces thèmes. Il exercera ses fonctions jusqu'en juin 2027 pour achever le mandat de son prédécesseur Modibo Sako. Il assumera le reste d'un mandat présidentiel de 2 ans entamé en juin 2025.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site web africa24tv.com, sur l'application MyAfrica 24 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.